Bonsoir Nico, Bonsoir. 15-10, excellent début de saison pour l'instant pour les Hornets. Comment est-ce que tu expliques ces bons résultats à la fois sur l'équipe et puis également sur le plan personnel? Je pense que tu dois être satisfait. Oui, on est, on va dire, à peu près satisfait parce qu'on a quand même perdu quelques matchs qu'on n'aurait pas dû perdre sur certaines erreurs. Donc le coach n'est pas forcément satisfait de ce qu'on peut produire pour l'instant parce qu'il est très très perfectionniste aussi. Donc au-delà de ça, c'est quand même plutôt un bon début de saison parce que l'équipe essaie quand même de faire des transferts cet été ou des trades ou signe des free agents pour vraiment améliorer l'équipe. On est en train de voir un travail qui est fait depuis maintenant 2-3 mois. Et ouais, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. 15-10 au sein d'une conférence Est qui est vraiment très regroupée, très serrée, très peu de différence entre la tête et puis même jusqu'à la 13e place. Qu'est-ce qui fera la différence à ton avis dans les prochaines semaines, les prochains mois? Ce qui fera la différence pour démarquer 8 équipes qui ont fait les playoffs à l'Est, ça va être il y a un peu de chance, il y a un peu de blessures, il faut rester en bonne santé, le calendrier, il y a un peu de tout ça, donc savoir comment on va gérer les effectifs. Voilà, il y a un peu tout ce mix-là qui va compter jusqu'à la fin de saison, mais c'est vrai que la conférence Est cette année est très relevée, très dense. Il y a beaucoup d'équipes qui ont progressé par rapport à l'année dernière. Je vois Détroit, je vois Orlando, je vois Boston, Indiana avec le retour de Paul George au top, nous-mêmes par exemple, donc avec les autres équipes qui avaient déjà avant comme Cleveland, Toronto, Atlanta, Miami, enfin je ne vais pas toutes les nommer, mais voilà, c'est une conférence pour l'instant assez intéressante à suivre, je pense. Et donc sur le plan individuel, tu es à pratiquement 17 points de moyenne. Comment est-ce que tu vis le fait d'être de nouveau une des principales options offensives alors qu'à Portland, disons que ton scoring n'était pas forcément l'essentiel au sein de l'équipe? J'avais un rôle à Portland différent de maintenant. De toute façon, c'est pas comme si je jouais pas à Portland, hein. J'ai le plus gros tendu de l'équipe. Exactement, oui, mais je veux dire, on n'avait pas forcément besoin de tes points en priorité. Ma responsabilité n'était pas la même. Voilà. Je m'étais moi-même aussi mis dans un rôle de all-around player, comme vous appelez ça ici, parce qu'on avait comme Aldridge et Lillard qui étaient les pro scoreurs de l'équipe. Wesley Matthews également, et moi j'étais dans ce rôle de glue guy, all-around player, donc que j'aimais beaucoup, parce que c'est une équipe qui tournait bien, où on prenait beaucoup de plaisir aussi à jouer, on gagnait beaucoup de matchs. Mais maintenant c'est vrai que c'est différent, j'ai un rôle beaucoup plus, on va dire, complet dans cette équipe-là, surtout au niveau on me demande aussi du scoring, parce que mes stats, rebond et passe n'ont pas forcément bougé. Le scoring a vraiment évolué, et mes responsabilités aussi ont beaucoup évolué. Par rapport à la balle en main que j'ai prise de balle en main, donc ça c'est intéressant pour la suite. L'équipe de Charlotte est une équipe globalement jeune, si l'on accepte Al Jefferson. Ce rôle de vétéran un petit peu maintenant, même si toi tu es encore jeune, comment est-ce que tu vis ça auprès de joueurs qui sont dans la ligue que depuis quelques années ou sont rookies comme maintenant? Ça aussi c'est vrai que c'est un changement pour moi parce que j'étais quasiment plus jeune à chaque fois, l'un des plus jeunes à chaque fois dans une équipe. C'était une des premières fois pour moi où je me retrouve vraiment dans les vétérans d'une équipe, donc c'est aussi un différent rôle pour moi, mais c'est assez intéressant pour la suite au niveau du leadership, au niveau plus vocal. Et ouais, c'est un nouveau truc pour moi. Et justement, comment est-ce que tu évolues avec Kemba Walker à la main et puis avec un point d'ancrage comme Jefferson pour l'instant? C'est vrai que si on compare Kemba et l'axe Kemba à Jefferson, c'est un peu ce que j'avais à Portland avec l'axe Lillard et Aldridge. Voilà, on a un joueur, Kemba pour moi qui est très sous-estimé, partie du mec le plus sous-estimé de la NBA je pense, parce que on connaît tous les grands noms au niveau des meneurs, mais lui il a assez délaissé et c'est vraiment un joueur qui est très clutch, qui a peur de rien, qui fait des gros matchs, qui a fait une grosse saison pour l'instant. Et puis à Jefferson, balle en main poste bas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent l'arrêter. Au niveau intérieur, je pense qu'il est dans le top 2, top 3 de la NBA. Donc c'est assez intéressant de développer avec des joueurs comme ça. Ouais. Et l'une des particularités justement de l'équipe de Charlotte, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui auraient fait une très grosse carrière universitaire, qui ont été champions comme Kemba, Jeremy Lamb, Hansbrough, Kaminsky qui a été en finale, Kid Gilchrist même s'il ne joue pas. Est-ce que justement cette expérience apporte quelque chose à l'équipe, tu penses? Justement, parce que le fait d'être une équipe jeune, tu l'as cité, on a des jeunes joueurs qui ont connu des gros matchs, parce que les Final Four NCAA, il faut les jouer quand même. C'est le pays entier qui regarde, dans des stades de 80-90 000 personnes à 18-19 ans.
sont les faire ces matchs-là. On a beaucoup de mecs qui l'ont gagné ou qui sont jusqu'en finale. Donc on a entre guillemets l'expérience de certains matchs à grosse pression. Ce qui nous aide peut-être cette année à passer un cap peut-être. Et donc Charlotte, les Hornets, voilà, propriétaire Michael Jordan. Comment se passe ta relation avec lui? Est-ce que tu le côtoies assez régulièrement et est-ce qu'il apporte quelque chose de plus par rapport à un autre propriétaire? Bon, tu n'as joué que pour une seule franchise en NBA, mais voilà, quelle est ton expérience avec lui? Bah voilà, c'est quelqu'un où la première fois quand il parle, t'es assez impressionné. Mais le fait de le côtoyer, pas au quotidien mais presque, il devient entre guillemets normal. Est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose de particulier? Bah oui, là on a à moitié un petit pari en cours, lui et moi, parce que voilà, j'attends avec ma femme, on attend un petit bébé. Et donc on attendait, quand on a su le sexe de l'enfant la semaine dernière, on avait un pari là-dessus en fait. Lui il persuadait que c'était une fille, moi je dis que c'est un garçon, et c'est un garçon, donc j'ai gagné par rapport à ça. Mais c'est voilà, la relation qu'il a avec nous, c'est que c'est quelqu'un de très très accessible, très très ouvert, et voilà. Il restera légende ultime et adulé par le monde entier, mais c'est quelqu'un vraiment de normal, on va dire, entre guillemets de normal, et qui adore le basket avant tout. Et est-ce qu'il garde un rôle sur le plan justement du basket au sein de l'équipe, où il essaye justement de pas trop s'impliquer? Je pense qu'il essaye de pas trop de se retirer, parce que entre guillemets, parce que pendant les matchs, parce qu'il est au bout du banc avec nous. Mais quand le match joue, c'est limite, c'est lui, il veut rentrer sur le terrain, il fait partie des joueurs sur le banc avec nous, il est toujours en train de parler, toujours en train d'encourager, toujours en train de donner des conseils, tout le temps, pendant 40 minutes. Voilà, avec ses sièges réservés au bout du banc, exactement. Et donc, est-ce que tu as un petit peu suivi ce début de saison NBA avec en premier lieu la série des Warriors? Est-ce que tu as pu les suivre et un commentaire sur eux? Comment ne pas suivre la série des Warriors? Voilà, c'est assez impressionnant quand même, les matchs qu'ils font, la façon dont ils jouent, la façon dont ils imposent leur jeu. Nous on a joué contre eux dans cette série, donc on a pu constater voilà, la façon dont ils jouaient. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'ils sont plus forts que l'année dernière, j'ai l'impression. Ils ont acquis une confiance. L'année dernière, c'est pas qu'on les prenait pas trop au sérieux, ils avaient entre guillemets encore rien fait. Maintenant qu'ils ont une bague, ils ont été jusqu'au bout, là on les prend au sérieux et ils auraient pu se relâcher, et au contraire ils sont encore plus impliqués, plus concentrés qu'avant, je pense. Donc c'est assez impressionnant ce qu'ils font. Et ils ont perdu un match, mais bon, on va gagner derrière. Donc encore c'est une grande série derrière, mais ça va être difficile à aller chercher cette année. Et pas si loin derrière que les Warriors se trouvent les Spurs, voilà, 15 victoires, 0 défaite à domicile. Est-ce que tu penses qu'ils seront leur principal rival à l'Ouest? Oui, bien sûr. Voilà, les Spurs sont et resteront l'équipe à abattre, je pense, à l'Ouest, devant les Warriors. Devant les Warriors même. Je pense, parce que voilà, ils ont tout. Et puis maintenant, vous avez l'émergence de Kawhi. Ils ont signé Aldridge. Et on a beau me dire que les Spurs sont vieux, moi je suis arrivé en 2008 en NBA, ils étaient déjà vieux. Exactement, ouais. J'entends déjà ça, qu'ils étaient vieux. Donc moi, tant que le Big Three est là, ils seront toujours dangereux. Pour moi. Tim Duncan semble être, rester au même niveau année après année. Il a maintenant 39 ans. Est-ce que tu penses que s'il continue à jouer jusqu'à 42, 43 ans, il pourrait toujours rester le même stade, le même impact? Je suis certain. C'est vrai qu'il est assez impressionnant. C'est un homme qui doit avoir une hygiène de vie hors du commun. Pour rester quand même aussi longtemps compétitif comme ça. Et voilà, s'il a des résultats et au niveau, parce que c'est pas un mec qui joue que 4 matchs par saison. Exactement, ouais. Il passe plusieurs fois le deuxième tour pour la finale de conférence, donc pour le finale NBA. Donc c'est des longues saisons. Il le fait, donc c'est assez impressionnant. Et la troisième grosse équipe à l'Ouest, ici avec le duo qui carbure le plus, on va dire, ne serait-ce que sur le plan statistique, sur le terrain Westbrook-Durant. KD revient très bien. KD revient bien, c'est vrai qu'il a connu une saison assez galère l'année dernière. Il revient très bien, là il a des stats. Là KD, il est capable de mettre 30 points comme ça, dans plusieurs positions différentes. Et Westbrook, c'est Westbrook, voilà. Il a peut-être moins d'impact que l'année dernière parce que justement KD est revenu, donc c'est normal qu'il ait moins de shoot, car il faut les partager. Mais s'il veut faire 30 points, 10 rebonds, 10 passes, il le fera s'il veut. Donc ça reste un gros outsider à l'Ouest.
Et à l'Est, Cleveland peut-il être battu? Oui, je pense que Cleveland peut être battu, mais pas facilement. De toute façon, ils ont le meilleur joueur du monde ex aequo. J'arrive pas à le départager. Oui. Steph et lui, je peux pas dire lequel est meilleur. Les deux, ils sont ex aequo pour moi. Ils ont LeBron, ils ont Kyrie qui va revenir. Ils ont Kevin Love qui est, je pense, enfin installé Exactement dans le cette groupe, saison. parce que, voilà, c'était une saison où il faut changer de statut, pas de superstar, all-star, franchise player à Exactement. entre guillemets role player, donc il fallait peut-être un ajustement. Il revient de blessure, donc là il fait une énorme saison. Et puis les role players comme Shumpert, Mozgov, enfin très bien coaché par David Blatt, donc c'est une équipe voilà, qui est armée pour aller au bout. C'est sûr. Et les Hornets peuvent-ils être l'un des challengers à l'Est? Jusqu'où tu vous vois aller? Pourquoi pas, on peut être un challenger, c'est vrai qu'on n'est pas forcément super connu. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc je pense qu'on peut essayer de surprendre pas mal de personnes. On va tout faire. Et un petit... Oh, sorry. Juste me décaler, voilà. Donc oui, voilà les Hornets. Et puis donc un petit mot également sur la vie de tous les jours en NBA. Noël arrive, voilà, joyeuse fête au nom de tout Basket USA. Comment est-ce que en tant que joueur tu vis le fait d'être sur la route à Noël, à Nouvel An comme ça, parfois très loin, éloigné de ta famille? Là mon calendrier cette année est assez cool avec moi car je suis chez moi pour Noël. Je joue pas le 24-25, je joue le 26 à domicile. Donc ça, je vais être à la maison avec ma mère, ma soeur et ma femme qui sont chez moi. Donc c'est un petit Noël en famille à 4. Par contre, le jour de l'an, je suis le 31 au soir, je serai à Toronto. Ok. Mais je préfère passer Noël chez moi et jouer le 1er janvier. Ça, je préfère. Je n'ai pas forcément envie de jouer à Noël. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Nico. Merci beaucoup.